Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Créatif, le podcast dans lequel je reçois des artistes pour échanger autour de la créativité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Éléonore Coste. Au programme, on va parler d'autofiction. Elle va nous raconter comment elle arrive à traiter de sujets aussi sensibles et aussi intimes, comment au fur et à mesure des années, elle a trouvé son ton et des contextes, des conditions de travail qui lui plaisent. Et surtout, elle nous expliquera comment c'est possible de mélanger des blagues très puériles avec du drame très sérieux. Toi, t'es prête ? Ouais, carrément. Ok, mais oui, non, mais je suis frustré du coup. Bonjour, on s'est à peine parlé. Du coup, t'es arrivé, j'ai Bah tout branché si, tu et vas tout. quand même raconter Cameron. Je suis pris un vent de James Cameron. Le débrief, c'est peut-être ça. Pour recontextualiser Oui, pour voilà. les gens qui n'ont pas Il y a eu l'info, un échange en tout cas. Il y a eu un échange, j'ai modifié la fin de Titanic et j'ai eu la chance d'aller à une conférence où du coup j'ai pu parler à James Cameron. Je lui ai dit j'ai fait une fin, est-ce que vous voulez la voir ? Il a dit oui. Et puis bah non. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas si mal. Parce que je me disais mince, on repart avec rien, mais on repart avec une anecdote quand même. Il a dit oui. Mais pardon. Bienvenue, Éléonore Coste. Merci. Lolo, j'ai envie de t'appeler Lolo. Ouais, ça oui, me- appelle-moi Lolo, bien sûr. c'est- C'est comme ça qu'on m'appelle. Et d'ailleurs, les gens étaient surpris la dernière fois quand je disais Lolo. Je me disais, mais qui Laurent Ah Laurent bon ? Et c'est vrai que. Oui, Quel quelqu'un qui ne genre connaissait pas Ah oui. personnellement. En fait. Oui, C'est d'accord. vrai qu'Éléonore, Lolo, ça. Mais ça va pas Lolo, de soi. c'est Laurence en plus. Il y a vrai. des gens qui du coup pensent que je m'appelle Laurence. Ma maman s'appelle Laurence. Ah. Donc écoute, si tu veux l'appeler Lolo, tu peux. Bah oui, c'est le pseudo de Laurence. Non, mais bienvenue donc dans Esprit Créatif, du coup, qui est mon podcast. Et j'arrête pas de dire du coup. Vous pourrez remarquer dans tous les autres épisodes, j'ai dit bienvenue dans Esprit Créatif, du coup. Tant que tu dis pas en vrai ou je vais pas te mentir. Ah, ok, je vais essayer d'en caser quelques-uns pour toi. C'est les deux l'épisode, tics du de coup. langage qui me saoulent un peu. Non, oui, mon podcast qui s'appelle Esprit Créatif et donc dans lequel je reçois des artistes avec qui j'aime bien échanger pour qu'ils me parlent un petit peu plus en détail en fait de leur processus créatif, de comment ils créent. Et en vrai, même nous, on se connaît quand même très bien, mais on n'a jamais vraiment discuté de comment on crée, je crois. Donc je pense que c'est une bonne Oui, occasion c'est vrai. d'en parler. Je pense pas. On se pitch nos idées, on se raconte un peu parfois des choses, mais Ouais. on n'est jamais rentré dans les détails, je pense. Non, oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ce podcast, il est là pour ça, pour les que détails. Voilà, pour les détails de comment tu travailles. Moi, je m'appelle Julien Josselin, je me suis même pas introduit, pardon. Pour les gens, parce que tu sais, les gens ils cliquent sur Spotify ou sur une Oui. plateforme, et ils arrivent sur un podcast, ils disent mais c'est qui ces gens ? Donc moi, je m'appelle Julien Josselin, je suis scénariste et donc j'anime ce podcast et je reçois du coup aujourd'hui Éléonore Coste, qui est donc scénariste, comédienne. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de métiers que j'oublie, mais en vrai aujourd'hui on est surtout là pour parler de ton métier de scénariste. Voilà. Parce que du coup tu as écrit une série en plus là qui sort sur Arte, Oui. qui s'appelle Bouchon. Ouais. Dans ton regard j'ai l'impression que je disais un truc qui n'existait pas. C'est de quoi il parle. C'est parce que j'en reviens toujours pas. Ah bon ? C'est 10 épisodes de 20 minutes, c'est ça 8 épisodes Huit de 15-16 minutes, ça dépend. Ok, ouais, donc C'est quand du même- format court. Hein. Ouais, mais quand même, ça fait quand même bout Ça à fait bout, 2 heures, quoi. Ça fait un gros film, ouais. Et je recommande d'ailleurs de le voir d'une traite. D'accord, oui. Ça va sortir d'ailleurs d'affilée Ouais, en même temps carrément. Ok, donc on Toute pourra la tout saison sort regarder. d'un coup. Ouais. Ok, ouais, donc tu sors Bouchon, qui est, j'ai l'impression, le projet le plus ambitieux sur lequel tu as jamais travaillé, Oui, personnellement, en tout cas un c'est projet vrai. perso à toi. Oui, Donc c'est une complètement. grosse étape, ça fait un Ouais. moment que tu nous parles de cette série et du coup qu'on a hâte de la voir. Oui, J'espère c'est être là horrible, du pour coup, la ça fait projection. tellement d'années, tu sais, qu'après, tu mets beaucoup de hype. Enfin, ouais, j'ai toujours peur, moi, que les gens ils soient déçus. Ah oui. Quand c'est long comme ça, sur du long terme, on en parle, et puis au final, Oui. oh, Moi j'ai vu la bande-annonce et bon après moi je suis toujours été très fan de ce que tu fais. t'as bien aimé la bande-annonce ? J'adore, elle est trop bien et ça donne trop envie mais en vrai j'ai peu de doutes si ça peut te rassurer mais j'ai rien vu. Mais Voilà. c'est pour remettre un coup de flip. Quand vous entendrez ça, c'est pas un lion qui rugit, hein, c'est Éléonore Coste qui rigole. Je vais m'éloigner du micro, je vais essayer d'avoir le réflexe. Tu l'as bien fait. Ouais. On l'a presque pas assez entendu, moi, je trouve. C'est dommage. Non, ouais, donc bienvenue dans ce podcast. Sens-toi libre de parler de ce que tu veux. En vrai, D'accord. on est surtout là pour parler. C'est ça qui m'intéresse aussi, parce que tu vois, j'en reçois beaucoup de gens qui font plusieurs corps de métier. Et là, ça m'intéresse de parler de ton métier de scénariste, qui en vrai, je pense pas le métier dont on parle le plus. On parle beaucoup, forcément, t'es comédienne, donc c'est un peu plus visible en façade, on en parle plus. Ouais. Donc je pense que t'as pas trop l'occasion, j'espère. Pour Carrément. moi, c'est égoïste. J'espère que t'en parles jamais. Hyper égoïste le mec. Non mais j'espère que c'est peut-être l'occasion pour toi de rentrer dans le détail de comment tu crées, parce que du coup t'es une auteure et ça fait longtemps déjà que t'écris maintenant. En vrai j'avais envie d'en parler plus tard, mais tu sais quoi, je vais en parler tout de suite parce que je trouve que ta spécificité, en tout cas là, ces dernières années, c'est l'autofiction. Et je suis trop curieux de savoir d'où ça devient, pourquoi tu as envie parce que du coup, tu as fait de plus en plus d'autofiction. Avant Bouchon, il y a eu Genre Humaine, qui était d'ailleurs, je serais curieux que tu nous précises un petit peu quelles sont les différences entre Genre Humaine Et Bouchon. Ouais. Avant ça, il y avait même le journal de Lolo, il y avait plein de choses. Et tu as un peu toujours raconté ta propre vie, fait une autofiction de toi-même.
ça te paraît, j'ai l'impression, assez naturel. Mais je suis Ouais. curieux que tu me dises pourquoi. Parce que c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, c'est pas Ouais, tu forcément fais quelque pas chose ça, que je toi. fais. Ouais. Je mets beaucoup de moi dans ce Oui, que on est j'écris, mais obligé, on est je obligé. m'auto-fictionne rarement, quoi. Ouais. Mais Et toi, tu le fais très bien. ouais, c'est Mais, cool que tu poses cette question parce que moi j'ai très très peur d'être j'ai très très peur d'être la fille qui fait de l'autofiction. Tu vois Ok. ou pas? En fait, j'ai hyper peur de cette étiquette ok. et parce qu'en Que je fait viens de j'ai te coller à l'instant. ouais. J'ai Non, très mais très peur. j'ai Et donc, peur je vais arrêter dès demain. que les gens ne m'identifient que comme ça et du coup ne fassent pas appel à moi pour d'autres projets Oui. dans les de commandes ou dans lesquels voilà. Bon, Après, ça me heureuse- paraît pas réducteur, pour être honnête. Ouais, C'est- ouais, En vrai, c'est- c'est même presque plutôt noble. Quand moi je le dis, tu vois, je fais pas Ah mais ça. je sais, bien Je suis sûr. presque, Mais j'allais dire reconnaissant. Non, mais retrouve le mot pour moi, Lolo. S'il te plaît, je suis perdu. Je trouve ça bien. admiratif. Admiratif, merci. Admiratif, je trouve ça bien. Je suis admiratif, oui, parce que c'est une discipline qui est, c'est quand même une mise à nu, quoi. Et, C'est vrai. Et c'est quelque chose que moi j'ai du mal à faire et je me cache derrière des. Ouais, Je me c'est cache vrai. même, je fais presque l'inverse, moi, des fois. Plus ça va, plus je me cache derrière tu vois, Ouais. du fantastique, Ouais. des choses pour dire non, mais c'est pas la vraie vie, alors qu'en vrai, tu parles de toi. Donc toi, tu t'oses et t'assumes le faire très frontalement comme ça. Après, oui et non, parce que moi, ce qui me plaît, c'est de partir de faits réels, d'une émotion réelle, de peut-être scènes qui se sont réellement passées et d'enrober tout ça de fiction. Tu verras, Bouchon, on dit que c'est de l'autofiction, mais en réalité, Oui. cette famille est réelle, cette famille a existé, mais autour de ça, il y a moi, mon personnage, il vient d'avoir un premier rôle dans un film au cinéma, ça n'est jamais arrivé. Ma sœur, elle est enceinte et avocate, et en fait, ce que j'aime, c'est ça, c'est prendre un truc réel et l'enrober. Avec d'autres trucs, ce que Tu j'aime romances bien. un petit peu, quoi. Oui, en et gros, c'est un peu ce qu'on aurait pu être, tu vois. Ouais. Par exemple, Rafou, donc qui joue ma sœur, qui est vraiment ma sœur, c'est une version d'elle. C'est une version de ce que moi, c'est une version de ce que j'aurais pu être si j'avais continué dans la voie de vouloir être comédienne, etc. Tu verras, ça parle beaucoup de Golden Moustache aussi, parce qu'en fait, elle est dans une troupe. Clairement, c'est Golden Moustache. Et ça s'appelle comment? La barbe, je crois la barbe argentée. on dit le studio. Le studio. On dit tu tournes au studio en ce moment, tu vois, mais tu verras, ça va te rappeler des trucs, parce que c'est Très bien. en fait, oui, il tourne des sketchs. Et elle, ça lui va très bien, mais là, tout à coup, elle a un rôle au cinéma. Voilà, c'est des choses. Moi, c'est ça qui me plaît vachement, c'est de partir d'un truc qui va me. Moi, cette famille, j'avais vraiment envie de l'inscrire quelque part, parce qu'il y a un truc aussi de traces que tu laisses. Ouais, un témoignage. Et un témoignage, exactement. Et puis où tu peux figer un peu comme une photo, où je me dis, putain, c'est génial. Moi, ma fille, dans quelques années, je pourrais lui montrer ça et dire, ouais, ça, c'était tes grands-parents, quoi. En fait, c'est à peine exagéré et cette famille, voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est la difficulté de l'autofiction, c'est de réussir à la fois capter ce qui, toi, t'a plu, t'a parlé ou quelque chose qui t'a marqué, vraiment, quoi, tout en romançant ce qu'il faut pour, et en faire un scénario aussi qui tient debout. Parce que si on fait juste une fiction de sa vie, en fait, dans ce cas-là, tu fais du narrativement, documentaire, tu c'est vois. ça, et moi, ça encore, m'intéresse même le pas. documentaire, c'est monté, tu vois, toujours. C'est vrai. Donc, du coup, il y a toujours des choix et comment tu présentes les choses. Faut faire attention à pas tomber. C'est pas ta vie qui est intéressante. Enfin, je veux dire sans minimiser, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui, dans ta vie, va toucher d'autres vies. Et en fait, c'est toujours ça la question que je me pose, c'est ok, bon là, je veux parler de ce père qui a un cancer et qui veut pas se soigner. En quoi ça va toucher aussi les autres? Et en fait, après, c'est un travail, tu connais, hein, tu commences à avoir une idée, t'en parles autour de toi. Et toi, tes parents, ils ont des cancers? C'est comment votre mode de fonctionnement? Et en fait, je me dis, ok. Plusieurs personnes me disent que en fait ils peuvent relate, comme on dit en anglais. Il n'y a pas vraiment de terme français d'ailleurs pour ça. S'identifier. S'identifier, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a eu du coup dans l'épisode précédent une discussion avec Swan Périssé où on parlait de ça parce que c'est une sorte d'autofiction, le stand-up. Oui, c'est un journal intime. Et moi, je me confronte un petit peu à ça parce que là, j'ai essayé de monter sur scène et donc j'ai essayé de lui demander des tuyaux, lui dire comment on fait parce que je trouve ça hyper dur pour le coup, mais effectivement, c'est un peu le même exercice d'autofiction et de trouver. Effectivement, comment ce que tu vis peut résonner chez les autres. En quoi ça concerne, en fait. Il n'y a que ça qui est intéressant dans la création, en fait. Si c'est pas concernant... Oui, c'est vrai, mais logiquement, moi, j'ai envie de croire que si ça t'intéresse toi, il y a des chances que ça intéresse les autres. J'ai la sensation que dans ces moments-là, quand tu discutes avec des gens de tes idées, quand tu es persuadé de quelque chose, même s'ils disent « Ah non », tu vas te dire « Alors attends, comment je peux les convaincre que c'est intéressant ?» Parce qu'au fond, il y a un truc qui t'intéresse, tu n'as peut-être pas encore mis le doigt dessus. Tu vas dire « Ah mais en fait, c'est de ça que je veux parler, c'est ce sujet-là, et ça t'intéresse. Ah ok. » Parce que quand tu es vraiment déterminé, souvent c'est ça, moi je trouve. C'est quelqu'un qui te dit non, ça ne marchera pas sur toi. Tu dis « Mais si, attends, j'ai mal expliqué. » Du coup, il y a un truc intéressant et du derrière. Coup, tu retravailles retravailles pour que ça soit clair. Et parce qu'en fait, tu avais mal exprimé ce que tu voulais dire, quoi. Mais
Non, mais trop bien. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant à quel point tu arrives justement très bien à manier. Et on sent que tu l'as masterisé, entre guillemets, au fur et à mesure. Parce que du coup, le journal de Lolo, tu faisais ça, pour recontextualiser, tu faisais ça presque quotidiennement à une époque, non? Tous les jours, en fait. Je faisais ça du lundi au vendredi. J'étais hôtesse d'accueil le matin. J'écrivais mes épisodes le matin. Je rentrais chez moi à 13h. Je tournais avec, à l'époque, ma webcam qui était intégrée à mon ordinateur. Ouais. Je faisais un petit peu de montage, etc. Et puis, je le publiais à 18h. Et je faisais ça tous les jours pendant 2 ans et demi. Ah, c'est ouf. Et Donc, t'as fait tes classes d'autofiction à ce moment-là, quoi. ouais, et c'était encore une fois, là, pour le coup, c'était quand même un personnage. C'était une caricature de moi, de la comédienne qui a le boulot alimentaire et qui n'y arrive Ouais. pas. Mais en revanche, elle était quand même très... Faudrait que je le revoie, mais elle était un peu con quand même. Enfin, C'est vrai que c'est elle se intéressant. foutait toujours dans des situations... Mais c'est vrai que ton personnage a évolué, j'ai l'impression, vachement. Parce qu'avant, elle était beaucoup plus extravagante, ta Lolo d'avant. Oui, ouais. Bah, Alors j'ai que- vieilli. Oui, t'as tu changé, vois. mais je vois. Je t'ai pas vu autant changer que tes personnages. C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu comprends saurais expliquer Est-ce que tu saurais comprendre cette question? Je t'ai pas vu autant changer que tes personnages. Oui. En fait, après, peut-être que j'ai pas vu au fur et à mesure parce que c'est progressif. On voit les Ouais. gens changer. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît maintenant. Mais j'ai la sensation que t'es quand même la même personne. T'as à peu près la même personnalité, Ah, dans à peu la près vie. la même énergie dans la vie. Ouais. Alors que dans la Ah, je fiction, me suis un peu assagie quand même. un petit peu Un comme nous tous, ouais. mais je trouve que la différence n'est pas aussi évidente Que dans les tes personnages de où tu fiction. jouais des personnages très exubérants au début, qui c'est étaient vrai. peut-être un peu moins toi aussi, qui étaient Ouais. peut-être plus un personnage derrière Ouais, lequel tu te carrément. cachais. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus proche de toi peut-être. ce Ouais, que bah t'écris. aujourd'hui j'assume vraiment et c'est mon objectif, c'est d'être le plus réaliste possible. Ok. Puis en plus, Ouais. je pense pas être une très bonne comédienne. Enfin, et je dis pas ça. Enfin, non, mais je pense que je sais bien me C'est jouer faux. moi. Ok. Je sais bien être naturelle et être moi et tout, mais je suis pas sûre d'être une très bonne interprète. Dans la composition, tu veux dire. Voilà, de personnages, exactement. Je suis ouais. pas sûre d'être une bonne compositrice. Mm. Et de ce fait, comme je joue beaucoup des personnages très, 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 très proches de moi, voire moi, Mm. et bah peut-être que je m'améliore aussi un peu plus. Ouais, ça sur arrive à être ce- plus naturel ouais, et plus juste sur ce, toi. ouais, sur ce Non, naturel. et je pense que c'est même une question d'écriture. Tu les écris différemment aussi. Ouais. Je pense notamment à d'ailleurs une autofiction entre guillemets dans laquelle moi j'avais participé, qu'on avait tourné au Brésil, où il y avait encore un peu ce personnage. Tu vois, t'as Ouais, lâché c'est- un peu ce perso Oui, un peu Lolo neuneux. pour Éléonore, quoi, presque. Ouais, tu vois, c'est vrai. Gainsbourg. Wow. Je suis devenu pas Laurent Baffy, putain, j'ai rien, j'ai pas les bobos qui viennent, pas Laurent Baffy, le mec de d'M6 là qui faisait des portraits. On est vieux tous les deux, tu vas savoir. Tu sais qu'il faisait des portraits oui, un peu oui, stylés oui, des artistes. Laurent, Laurent, merde, Baffy. Séverin. Non, Pascal, c'est bon. On est nuls tous les deux, c'est une catastrophe. Bon, vous l'avez chez vous, il faisait des portraits parodiés par tout le monde avec un petit ton un peu stylé, le mec en jean et tout. Pas Laurent Baffy. putain, je l'ai pas. Je l'ai Mais en pas fait, on du a un tout. peu perdu de vue aussi lui, donc je Oui, nous ça, comprends. ça, On ça trouve plus son nom. disparaît. Les gens Bon. vous nous direz. J'ai aucune ref, putain, j'essaie de faire des références, je les ai pas, je vais arrêter d'essayer de faire des refs. Non, attends, je vais regarder ce que je m'étais noté comme question, mais ce truc de l'autofiction, moi, ça me... Non, bah oui, bah, en vrai, est-ce qu'on a fait un peu le tour sur ce que tu voulais dire sur ce sujet-là? Ouais, carrément. Et ouais. Très bien. Eh bien, écoute, non, mais en vrai, t'inquiète pas, j'ai prévu plein de catégories, mais je pense qu'en vrai, on va y revenir beaucoup parce que c'est beaucoup ce que tu fais en ce moment, donc on va y revenir avec d'autres sujets. En vrai, je voulais revenir aussi un petit peu au début, et je suis curieux c'est une question que je sais pas si je la poserai à chaque fois, mais que je trouve intéressante à poser, c'est est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as été créative? Vraiment pour revenir, tu vois, enfant, un truc où tu as Ouais. été créatif et tu te souviens de, peu importe de quel moyen d'expression. je veux dire. Oui, carrément. On avait donc bien avant la caméra, on avait un enregistreur audio avec ma Bien sœur. avant la caméra. T'es pas si vieille quand même. On n'avait pas encore inventé les caméras. On n'avait que le son. Ah oui, bien avant que j'ai une caméra. Que tu en possèdes une toi, oui. On avait, tu sais, les enregistreurs audio là, Ouais. à l'ancienne quoi. Et, Ouais. et avec ma sœur, on enregistrait des fictions audio. Et en fait, je me souviens Ok. m'être dit, oh, c'est génial parce qu'en fait, on peut faire croire n'importe quoi avec le son. Tu vois, parce qu'on disait, il y a une navette spatiale qui débarque. Enfin, en fait, on pouvait dire tout ce qu'on voulait. Ouais, et on n'avait pas besoin de faire une navette spatiale. Oui, quoi. bah oui, pas mal. Et après, on a eu la caméra et là, ça a été des fausses pubs. Mais quand même assez tôt, ouais, je dirais qu'à 7-8 ans, on avait ce truc-là. Et puis avant, on faisait énormément de spectacles à nos parents. Ok. On composait avec ma sœur des petits spectacles. Ouais. Ah, c'est marrant, je pense que du coup, on a eu le même rapport un peu à ça. Je sais pas si... Parce que moi, j'ai essayé d'analyser un petit peu ce qui m'a poussé à être créatif.
Et j'ai la sensation que mes parents m'ont beaucoup encouragé à être créatif. Parce Ah ouais? qu'ils ont Ouais. beaucoup. Moi aussi, j'ai fait des spectacles avec ma sœur où on venait faire des trucs improvisés 5 minutes J'aimerais avant tellement revoir ce devant les truc. parents. Ah, moi, j'ai des doses comme ça. Ah, C'est c'est des vrai? trucs où je fais Claude François et les Claudettes avec ma Putain, sœur. c'est génial, faut les garder, ça. Ah, c'est charmé. Mais effectivement, pourquoi on en était arrivé à ce point-là? C'est parce que nos parents étaient bon public Ouais. et validaient et disaient c'est marrant quand vous êtes créatif, en fait, tu vois. Et très jeune, j'ai senti que j'étais validé par mes parents quand j'étais créatif. Et du coup, je pense c'est que vrai. c'est un truc que du coup j'ai cultivé en me disant bah mes parents ils aiment bien quand c'est comme ça, j'aime bien Ouais. plaire à mes parents, donc je vais être créatif. C'est vrai, en t'as fait, quoi, tu raison, vois. ouais. Et il y a Et un du coup, on truc a peut-être ça en commun. d'ennui aussi, je trouve. Ah oui, oui. Nous, on vivait à la campagne au milieu de rien Bah, du pareil. tout. Et Ouais. je pense que ça a favorisé ma Raconte créativité ouais, parce des qu'en fait, histoires. t'avais pas le choix. Ouais, ouais. Et bon, t'avais quand même les copains qui venaient et tout, mais tu vois, Ouais. il fallait s'occuper. Et quoi de mieux que d'inventer des trucs, quoi. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont toutes ces casseroles et jeunes, hein, souvent. Quoi. Il y en a qui s'y mettent, j'imagine, plus tard, mais il y en a beaucoup qui font des trucs très Ouais, jeunes. j'ai l'impression que c'est un truc que t'as en toi quand même très rapidement. Quand Ouais, t'as ouais, envie ouais. d'aller vers ça. Et c'est marrant, j'avais oublié, moi, j'ai fait des albums aussi, moi, comme toi. Enfin, des albums de fiction audio, de sketch audio avec des potes, et que ça s'appelait Entrebourré. Entre bourrés, parce que vous étiez bourrés. Bah, parce qu'on jouait, j'avais jamais bu de ma vie, c'est ça qui est fou. Oui, parce C'est- que t'avais quel âge là? Ah non, mais j'avais genre, je sais pas, 10-11 ans, tu Ah vois. oui. Et je jouais parce que je pense que ça vient de genre de Vincent Lagaffe qui jouait un mec bourré quand oui, je regardais voilà, dans un et sketch, t'as- tu vois, que j'aimais bien. Et je trouvais ça marrant de jouer le mec Ouais. bourré parce que tu t'extrapoles, Ouais. t'en fais des caisses, mais j'avais jamais bu de ma vie. Et du coup, j'ai fait 2 albums de gars qui sont soi-disant bourrés, ce qui est quand même ambitieux quand très t'as jamais drôle. touché une seule goutte d'alcool. Et on faisait des sketchs comme ça et tout dans l'enregistreur de Windows, quoi. C'est vraiment Ah le ouais, truc ouais, ouais. point rouge, play, pause, Ouais. quoi. Il y a que ça, quoi, de possible, quoi. Et du coup, je mettais le micro sur les enceintes pour mettre des musiques. C'était pas Oui, tout- c'est enfin, ça, le mais son c'était est éclaté, génial quoi. comme on faisait avec mais oui. les moyens du bord. Et nous, on Ouais, avait c'est une ça. émission qui s'appelait Les Gogoles de l'info. Et genre, j'ai Voilà. 3 volumes des Gogoles Entre de l'info. bourré et les gogoles de ouais. l'info. Ah, t'as 3 volumes, Ouais, t'as j'ai un 3 avec deux. volumes Ah, on en va faire un cassette best-of, ça compte VHS ou et on pas faisait chaque année. Nous, on a un Mais best-of. ça, j'aimerais trop le ressortir un jour. Mais Ah, pas mal. on faisait moi, j'étais la présentatrice. Et je faisais des personnages et on faisait des personnages, quoi. Mais c'était vraiment genre Colette Labouze. Nous accueillons Colette Labouze et ça nous faisait juste rire J'aime de bien, hein. d'accueillir Encore Colette aujourd'hui, j'aime Labouze, tu vois. Colette Labouze, c'est vachement bien. Ça, c'est très Robin des Bois. Je sais pas si tu regardais les Robin des Bois à l'époque. Ouais, mais je devais être influencée. Bah, les nuls, Ouais. de toute façon, moi, c'était les nuls, Robin des Bois. Les inconnus, pas Colette trop. Labouze, c'est bien. Ouais. Hein. Tu pourrais le recaser quelque part. Enfin, ça fait. Moi, j'aime bien cette innocence. Ça me rappelle. J'avais fait un shooting photo où je m'étais mis une insulte qu'avait voulu dire mon neveu quand il était tout jeune. Il avait dit crotte de fesses. J'avais trouvé ça hilarant. Je m'étais mis ça sur le front. Je trouvais ça drôle. Crotte de fesses. Et il l'avait dit. Comme si c'était une grosse insulte, quoi. Tu vois, alors, crotte de fesses. Et bon, il cherche. Je crois qu'il a trouvé depuis les insultes qui fonctionnent mieux. Ok, trop cool. Et bah, du coup, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être ça va créer la boucle. Mais est-ce que déjà, tu as la sensation d'avoir trouvé aujourd'hui ton ton? Ou sinon, à quel moment tu as commencé à sentir, ok, ça me parle? Parce que moi, j'ai la sensation de l'extérieur que Bouchon, là, c'est un petit peu. Et déjà, même en vrai avant, même genre humaine et tout, on était. Et Hippocampe, on n'a pas parlé d'ailleurs des one-shots que tu as fait sur ta chaîne. Mais ça fait déjà plusieurs fictions où j'ai la sensation que tu as trouvé ton ton, ce qui te plaît vraiment. Et ce qui veut pas dire que tu seras enfermé là-dedans non plus, parce que je veux pas non plus te mettre dans une case, mais tu as trouvé une manière d'exprimer, en tout cas, vraiment tes idées, clairement, je pense. Et voilà, je sais pas quoi dire. Je me perds dans ma question. Mais est-ce que toi, tu as cette sensation-là? Oui, carrément. Maintenant, quand je vois quelque chose, je dis ah oui, c'est du Lolo. Ah, c'est génial, tu ça. vois, genre, J'ai l'impression d'être là où j'avais envie d'être. Ok. Et d'être encore dans ce truc auquel je tiens, qui est ce naturel auquel je tiens beaucoup. Ok. Je tiens vraiment à ce qui est le moins d'artifice autour de ce que j'écris et voilà, de ce que je crée. Tu es pur au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, Ok. mais en effet, c'est depuis Genre Humaine, tu vois. Je dirais que Genre Humaine, ça a été le projet où je me souviens que l'intention première, c'était putain, non, mais en fait, j'en ai marre de dépendre, d'avoir de l'argent et tout. Je veux. Allez, on fait un plan fixe, plan séquence, et en fait, je mise tout sur les dialogues et sur, et sur le contenu et sur ce qui se dit. Okay. Et en fait, à partir de là, et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur vraiment ce qui se disait, et pas sur des effets, pas sur de la drôlerie, voilà. Et bah c'est là que je me suis plus trouvée, je dirais. Confiance, quoi, en gros, quoi. Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, peut-être tu veux bien nous pitcher rapidement Bouchon pour les gens qui n'ont pas forcément entendu parler encore de la série. Et Bouchon, donc c'est l'histoire de Lolo, qui est comédienne dans un studio et qui vient d'obtenir un rôle dans un long métrage qu'elle va partir tourner à Tokyo. Sauf qu'au moment où elle va chez ses parents pour annoncer qu'elle a ce premier rôle, eh bien, son père lui annonce qu'il a un cancer gravissime, qu'il lui reste 5 mois à vivre et qu'il ne veut pas se soigner. Voilà. Donc c'est tout son dilemme sur qu'est-ce que je fais, et surtout qu'elle est très en conflit avec ce père. Donc comment tu profites de quelqu'un à qui il reste 5 mois mais qui veut pas de toi, avec lequel tu es en conflit, comment tu répares une relation voilà. Et c'est très bien pitché, ça donne vraiment envie de voir. On voit les liens du coup qu'il y a avec Genre un peu Humaine, marrant que tu avais déjà fait, qui traitait déjà un peu des mêmes sujets avec la même famille. En fait, c'est vraiment parti de l'épisode de l'annonce où le père annonce son cancer dans Genre Humaine, et en fait de cet objet-là. D'ailleurs, cette scène se retrouve dans Bouchon dans l'épisode 1, c'est vraiment le départ. Et gros regret d'ailleurs cette séquence, que j'ai pas changé grand-chose dans les enfin, j'avais du mal à la réécrire parce que je l'aime trop. Ah oui, mais du coup, je la trouve moins bien dans Bouchon. Et parce qu'on n'est plus sur du plan séquence, pour tout un tas de raisons, je la trouve moins bien. Bon, les gens qui connaissent pas Genre Humaine, ça les gêne pas, mais je crois que ceux qui ont vu ce truc-là, ils vont voilà. Après voilà, là c'est noyé dans un épisode, tandis que l'annonce dans Genre Humaine, c'était juste ça. Mais en tout cas, on repart sur cette famille, même casting. Ok, trop bien, trop hâte de voir. Et j'ai une question plus large. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie, l'écriture ? C'est quelque chose dont tu as besoin ? Est-ce que c'est... c'est tout. Franchement, c'est thérapeutique, je pense, comme tout le monde. C'est un besoin, mais même l'écriture dans tous les sens du terme, j'écris vraiment tous les jours, même j'ai des journaux intimes depuis que j'ai l'âge d'écrire. J'ai un meuble entier chez moi de journaux intimes et j'écris vraiment tous les jours. En plus d'un journal intime, j'ai un autre journal date par date où j'écris chaque jour une phrase sur la journée. Et en fait, j'ai très peur de l'oubli. Donc l'écriture, ça me sert aussi à pas oublier. Le témoignage dont tu parlais tout à l'heure, un petit peu... complètement. Graver, ça existe après toi. Graver les ressentis, graver les émotions et me débarrasser aussi de quelque chose. Tu vois, ça me sert aussi d'exutoire, ça c'est sûr. T'as la sensation de te débarrasser un peu de névrose, trucs. À fond. J'ai l'impression que parfois c'est un peu une poubelle, tu vois, aussi. Mais j'aime tout, j'aime aussi le bruit des touches quand je tape. J'aime tout dans l'écriture. J'aime le stylo sur le papier, j'aime les odeurs, j'aime lire énormément. Et c'est parce que ça rejoint l'écriture, je lis beaucoup. Et donc toi, le moment de l'écriture, c'est quelque chose que tu adores. Ah ouais. Et tu le fais régulièrement, tu as une rigueur là-dessus tous les matins de 8h30 à 13h. Tous les matins ? Ouais, tous les matins, sauf samedi et dimanche. Ah ouais, donc tu jettes énormément de choses ou tu le mets de côté énormément de choses. Tous les matins, ça c'est mes séances de travail sur les projets sur lesquels je travaille. Et après, le soir ou l'après-midi, c'est écrire dans mes carnets. Ah, donc tu écris parfois l'après-midi aussi ? Ouais, ça peut arriver l'après-midi que je me prenne un moment. Mais là, en revanche, c'est plus de l'écriture de journal intime. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une écriture créative, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des ponts qui se font entre les deux des fois ? Est-ce que tu écris quelque chose dans un journal intime où tu te dis, en fait, ça... Carrément. Mais très souvent, par exemple, le soir, je vais écrire une pensée à un truc et en fait, elle va travailler la nuit dans ma tête et le lendemain, en fait, elle va venir... Ouais, donc ça se nourrit, quoi, finalement. Ouais, bah oui, de toute façon, ça sort que d'une seule et même personne. Donc, a priori, ça se répond forcément. Ouais, non, mais c'est fascinant de voir que tu écris autant... parce que pour le coup, tu vois, on est au 4e épisode, donc j'ai discuté avec des gens pour qui c'est beaucoup plus douloureux d'écrire. Ah ouais ? Beaucoup plus rare. C'est intéressant, je trouve ça intéressant. Tu vois, toi, visiblement, t'as atteint quelque chose de différent, une légèreté dans le. Tu mystifies pas ce truc-là. Moi, je sais que je suis encore un peu là-dedans où je me dis, je prends beaucoup de notes, j'organise, je fais beaucoup de choses, je réfléchis beaucoup, mais je mystifie beaucoup ce moment où je vais devoir écrire, et trop justement. Et il faut que j'apprenne à plus écrire en m'en foutant, à jeter plus de choses. Et toi, visiblement, t'es loin. Mais après, j'ai des périodes comme toi aussi, et c'est des périodes très importantes. Là, par exemple, novembre, décembre, janvier, ça a été très difficile parce que j'arrivais plus à écrire, plus une ligne. Et ça m'arrive rarement que ce soit sur aussi plusieurs jours, long. Plusieurs semaines. Non, mais plusieurs mois. Là, je te dis, novembre, décembre, janvier, je n'étais que sur une série de commandes. Qui m'amusait pas tant et rien de personnel en tout cas, et il y avait rien qui sortait de moi, et en fait
j'ai accepté, j'ai fait d'autres trucs. J'ai joué à Harry Potter. En fait, tu sais, je me suis occupée à d'autres choses. Ouais. Et puis au bout d'un moment, c'est revenu. Mais je pense qu'aussi, ces phases-là, elles sont très importantes pour te régénérer et te nettoyer. Même il y a un moment, en fait, il ne faut pas tout le temps écrire, je pense. Ouais, c'est sûr. Bah oui, surtout je pense quand que on a c'est bien d'avoir une rigueur. Mais par exemple, l'après-midi, je ne travaille pas, moi. Ok, ouais. Pas du tout. Ah, mais c'est pas Stephen King qui fait ça aussi, qui écrit que le matin et l'après-midi. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Mais c'est vrai que moi, à partir de 13h, en fait, je vais bouffer après. Et en général, petite sieste de 20 minutes, 30 minutes. Et après, soit je lis, je vais marcher. Okay. Et ça t'aide, genre tu le vois un peu comme une récompense en te disant je vais bien travailler ce matin et du coup l'après-midi je fais ce que je veux. Mais il faut que, si j'ai bien travaillé le matin, je suis très contente l'après-midi de faire ça. Mais j'ai mis du temps à pas culpabiliser. Et en fait, en parlant avec des gens, je me rends compte que putain, mais en fait, quelqu'un qui travaille de 9h à 17h, il fait je sais pas combien de pauses. Et en réalité... mon travail le matin, il est vraiment condensé de 8h30 à 13h sans pause. Et de toute façon, pour mais moi, c'est difficile de pas culpabiliser des fois. Oui, mais de toute façon, pour moi, quand t'écris 3-4 heures, t'atteins le maximum possible par un être humain quasiment dans une journée. Complètement, tu peux pas plus. Et puis il faut pas plus après, tu vois. C'est ça, c'est trop cérébral, c'est un petit peu comme les limites physiques que tu peux avoir, je pense, quand tu fais un travail physique où normalement t'as plus de muscles. Si tu passes ta journée à couper mais c'est un muscle, c'est vrai. Tu vas être fatigué psychologiquement d'avoir trop réfléchi et on connaît ce sentiment de, tu vois, même en brainstorming, quand on brainstormait à l'époque Golden Moustache ou quoi, même quand t'es à plusieurs, tu mets de l'énergie de concentration, d'essayer de trouver des idées. Carrément. Et au bout de 4 heures, t'as plus de jus. 4 heures, c'est le max, quoi. Ouais, c'est bien. Tout le monde est, tu le vois, t'as sur le moment où tout le monde tourne en rond, que ça dit plus n'importe quoi, et il faut juste arrêter. Et peut-être en faisant une pause de 2 heures, si tout le monde se repose bien, peut-être y retourner derrière, mais ça fait des grosses journées où tu plonges bien après, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer ça parce que c'est une fatigue psychologique qui est pas concrète, quoi, je trouve, quoi. Oui, c'est difficile de l'expliquer à quelqu'un qui a rien à voir avec ce milieu et qui te voit travailler chez toi et qui dit nos voisins vraiment mon voisin il doit penser que je suis une grosse glandue, hein. À 13h je suis en pyjama. Elle est en balade tous les après-midi. Tu vas encore faire une petite balade. Il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est dans ton travail, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ton travail, Lolo. Mais particulièrement, en tout cas, des sujets que j'ai mis de côté où je me suis dit j'ai envie d'en parler avec toi, c'est la liberté de ton que tu te permets. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et parce que tu vois, typiquement, là, un des sujets centrales de la série, c'est le cancer de ton père. Mais tu as aussi fait un sketch qui s'appelle Le Paix, sur les moustaches. Désolé, je suis obligé de rappeler aux gens que ce sketch existe. Et il y a certains moments dans ce que tu fais, brillants, je trouve, où ces deux énergies-là, ces deux thématiques, voilà, ça peut coexister, quoi. Tu vois, t'es capable de faire un grand écart entre quelque chose de très puéril et très con, et quelque chose de très dur, un sujet très lourd, que tu vas traiter très frontalement aussi, avec la dureté qui mérite d'être présente, quoi. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire pour toi? Ça t'amuse de faire ça? C'est essentiel? Mais c'est complètement ça qui m'intéresse. Je dirais même que c'est ce qui me motive à écrire. C'est de réussir à parler de choses très graves en mettant énormément de légèreté sur la gravité, parce qu'en fait c'est exactement ce qui fait que moi je tiens le coup dans la vie, en fait. C'est-à-dire que je suis quand même tu le vois une comme un challenge ou comme non, mais en mode pas... tiens, je vais réussir à les émouvoir et juste derrière je parlais d'un paix, parce que pour resituer le sketch du paix, c'est un sketch qui est quand même premier degré, un peu, pardon, t'as peut-être pas envie qu'on en reparle, mais j'adore. Je trouve que c'est très symptomatique d'un trait de ton écriture où du coup tu tombais amoureuse de ton paix. C'est terrible, mais c'est hyper marquant, sache que déjà je l'ai pas revu depuis des années, mais je l'ai rechopé, je l'ai remis sur mon compte Insta il y a pas longtemps, parce que sinon il disparaissait. Parce que tu sais, ils ont enlevé tous les sketchs qu'on avait fait à l'époque. Ah oui, les lames, tout ça, ils ont disparu. Donc celui-là, je l'ai sauvé. Donc n'hésitez pas à aller voir du coup sur Instagram de Lolo. C'est une comédie romantique avec ton paix, quoi, en gros. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais tu le traites premier degré, sur un sujet très con, et c'est cette complexité-là dont je parle. C'est que tu n'as pas peur d'aller mélanger ça, et ça crée quelque chose de nouveau que moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup la connerie prise au sérieux. Moi j'adore aussi prendre au premier degré des choses complètement. Et au contraire, des trucs très graves, tu verras dans Bouchon, où c'est des sujets un peu plus graves qui sont pris au second degré. Et ça, je trouve ça génial. Parce que c'est ça qui nous fait marrer dans la vie quand même. Enfin, tu vois, c'est ça qui me fait marrer. Oui, moi les plus gros fous rires que j'ai eu avec toi, je pense que c'était sur des anecdotes de ta vie que tu nous racontais, qui étaient très intimes, mais où tu racontais des trucs fous et avec une distance, et en même temps des fois quelque chose de très sérieux. Je pense que ton génie est beaucoup là-dedans.
Mais et est-ce que tu penses que c'est une distance que tu crées parce que ça te permet aussi de pas traiter le sujet frontalement? Ah, c'est une bonne question. Bah, je pense que, en tout cas, je sais pas si c'est pour mettre une distance, mais je sais pas faire autrement. Mais peut-être, T'arriverais pas à faire juste le sujet dramatique? Non. Parce que j'ai l'impression Mais que non, mais ça tu l'assumes m'intéresse de plus pas. en plus les longs moments où ça va être dramatique Ouais. pendant un bon moment, et à un moment donné, on va Ouais. rajouter quelque chose qui va venir en contraster, quoi. Mais ça m'intéressera peut-être un jour. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ok. Ouais. De faire du premier degré 100% dramatique à fond. Pour l'instant, c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Ouais, mais et peut-être un jour. Non, tu vois. mais et en même temps, vu que j'ai l'impression que ta quête, tu l'as un peu dit dans l'écriture, c'est une quête de réalisme. Il n'y a pas de réalisme sans ces moments-là dans la vie, quoi. Bah, Le moment où t'as envie de lâcher une caisse, t'as une oui, chasse. c'est enfin, ça, tu vois, c'est genre, ça, c'est ça ça. fait aussi partie du truc. Donc en Ouais. fait, omettre ces parties-là serait aussi peut-être un mensonge. Tu vois. Ouais, Donc c'est vrai. c'est une forme. On veut faire croire que si on fait un film sur le cancer, on va faire quelque chose de très premier degré, et c'est comme ça qu'on va respecter le sujet et faire quelque chose de réaliste. En soi, c'est déjà romancé, alors dans l'autre sens, mais c'est dramatiser Oui. la chose, Ouais. quoi, en fait. Ouais, Parce ouais, qu'il y a complètement. des moments comme à un enterrement où tu vas taper une barre Mais oui, mais parce c'est que ça la le- vie. Ouais. c'est ça aussi le truc, Ouais, c'est quoi. ça. Donc, Bah, mais peut-être que c'est du coup, ça, c'est qu'on j'essaie est- de justifier de moi comment je le perçois, en tout cas Mm. quand je regarde ce que tu fais. Mais il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de vouloir être réaliste jusqu'au bout, quoi. Vouloir Ouais, être c'est honnête ça. et sincère jusqu'au Carrément. bout, quoi. Et je pense que tes références aussi se ressentent. Je sais que t'aimes beaucoup Fleabag, des choses comme ça. Oui, bah oui. Sont aussi dans ces démarches-là, quoi. J'aime bien le sarcasme, j'aime bien le second degré, Ouais. j'aime bien quand c'est pas noir et blanc, quoi. Ouais. Donc, oui. C'est comment t'abordes différemment Bouchon par rapport à Genre Humaine? Parce que du coup, c'est quand même proche comme job. Est-ce que tu le vois comme une extension pure en disant, en fait, on va partir effectivement de cet épisode-là et aller plus loin? Ou est-ce que tu as eu un axe quand même un peu différent? Tu t'es dit, on va le traiter un peu différemment? Parce que de l'extérieur, c'est un peu la même ambiance, j'ai la sensation. Ouais. Bah, moi, je le vois vraiment comme un nouvel objet. Hein. C'est pas Ok. comme une extension, comme j'allais dire, comme un spin-off, ouais, Ok. ouais, peut-être presque comme un spin-off où c'est vraiment pour moi un nouvel objet. Ouais. Les points communs, bah oui, c'est qu'on retrouve ces personnages, hein. Elle qui se prend pas mal la tête, qui est même un peu chiante, et puis cette famille qui est complètement tarée, quoi. Et puis dans la réalisation, on l'a pas abordé de la même façon parce que Genre Ok. Humaine, c'était vraiment un plan séquence égale un épisode. Oui, c'est Tandis vrai, que là justement, Arte nous a vachement challengé là-dessus. Il voulait qu'on dépasse ça, qu'on rentre dans de la fiction, qu'il y ait du liant et qu'on rentre dans un truc vraiment plus sériel. Ouais. Et donc, c'est... Bon, je suis très attachée au plan séquence et à Maury, le co-réalisateur aussi. Donc, on a toujours quand même essayé de privilégier un maximum ça, mais c'est quand même vachement découpé par rapport à... Ouais. Forcément, c'est découpé Oui, bah tout oui. court, en fait. Ouais, oui. Mais... Et donc, on le disait tout à l'heure, c'est peut-être, alors tu peux peut-être confirmer, mais le plus gros budget qu'on t'a mis dans les mains pour une œuvre personnelle à toi. Ah oui, pour une œuvre à moi, ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose du coup dans ta manière d'aborder le projet? Est-ce que ça t'a permis plus de choses? Bah, ça a permis d'avoir plus de jours de tournage, plus de temps, plus de prépa aussi. On a eu une longue prépa, donc ça, c'était super. Et dans l'écriture, est-ce que tu t'es permis plus de choses? Non. Okay. Dans l'écriture, je me suis pas du tout posé la question de l'argent. Okay. Je me suis dit, c'est pas mon rôle. Après, je suis pas du genre à écrire des arrivées en hélicoptère, tu vois. Mais si, décors, en fait, si, c'est vrai que j'ai dû me restreindre sur certains décors, mais je me suis jamais sentie en difficulté par rapport à ça. Ouais. Et donc, tu veux dire dans les précédents films que tu as fait, tu veux dire? Non, sur Bouchon, je me suis pas sentie en difficulté quand on m'a demandé de resserrer certains décors. Je trouve qu'à chaque fois, on avait des solutions assez faciles. Mais l'argent, oui, ça change que c'est sûr que là, on avait 3 semaines de tournage, ce qui est rien pour ce qu'on a fait, mais beaucoup par rapport à ce dont on a l'habitude. Ouais. Et puis, donc oui, ça change quand même le temps, je dirais, la temporalité qui est du coup plus longue. Et ben, si tu veux bien, moi je suis chaud pour qu'on rentre dans le dur de comment tu as fabriqué Bouchon. En concret. De comment tu travailles. Okay. Alors d'ailleurs, si tu veux prendre d'autres exemples d'autres films que tu as fait avant et tout, n'hésite pas. Parce que d'ailleurs, je sais pas si tu as une méthode, tu as l'air d'être assez carré dans ta méthode, mais est-ce que tu appliques la même méthode pour chaque projet ou est-ce que tu travailles différemment en fonction du projet? Est-ce que tu as eu... Bon, en général, non, c'est toujours la même méthode. Là, j'écris pas mal de trucs de commandes et aussi mon premier long qui, là, il y a un truc perso, mais tu vois, pas autofiction. Ok. Enfin,
ça s'inspire forcément un peu de moi, mais je veux dire, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'ai vécu. Ok. Et c'est toujours quand même le même principe, je te dis, d'avoir cette rigueur le matin, et puis ensuite, tu vis avec toute ton histoire nuit et jour, quoi. Et toi, t'es un peu mono-projet comme ça, genre... Ouais. T'es un peu sur un truc et tu peux pas Ouais, penser à ça, d'autres choses. moi j'ai du mal à être... là, je suis sur plusieurs trucs en ce moment, et franchement, ça me fait un peu vriller. Ok. Ouais, j'aime bien être sur un truc. Ouais. Et donc, du coup, tu appliques à peu près cette méthode-là que tu as façonnée au fur et à mesure. D'ailleurs, comment tu l'as façonnée, cette méthode? Parce que j'imagine que tu travailles pas, t'écris pas tous les matins comme ça depuis 10 ans, quoi. Bah si, pile. Ah si, c'est vrai? Ouais, en fait, j'ai commencé cette méthode. Écoute, c'est bien simple. J'ai dû commencer quand on a commencé Golden. Ok. Ouais, où je me suis dit... Ouais, c'est ça, je me souviens. Je me souviens, je me suis dit, bon, attends, il faut que je sois rigoureuse. Si je veux proposer des sketchs, il faut que je travaille. Et c'est là que je me suis dit, bah en fait... Et je m'étais inspirée du mec avec qui je m'étais séparée à ce moment-là, mais avec qui était très inspirant parce que c'était un auteur aussi télé et tout, et il avait cette rigueur-là. Et moi, je la comprenais pas du tout à l'époque, parce que moi, j'étais plus en mode à écrire un peu n'importe quand, machin, très éparpillé. Ouais. Et il me disait toujours ce truc de... Il me disait toujours qu'il fallait travailler. Et voilà. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu ce truc de, bah oui, en fait, si je veux... faire des trucs chez Golden, il faut que je travaille, et pour ça, il faut que j'ai une rigueur. Et je me souviens, j'ai commencé par courir. En fait, je me levais et j'allais courir jusqu'à la Tour Eiffel, sur les quais. Là. Je courais 45 minutes, 1 heure. Et ensuite, j'écrivais. Et j'ai commencé comme ça. Et donc, depuis, quasiment tous les jours, t'écris? Ouais, après, si tu vois nos boulots, hein, c'est que là, par exemple, on fait un peu de promo. Donc là, je suis pas mal à Paris et tout. Donc forcément, il y a des semaines... Tu vois, cette semaine, j'ai pu écrire hier un peu dans un train. Voilà, ça dépend des semaines. Mais oui, quand je suis chez moi, en tout cas, mon rythme, c'est ça. Mais j'aime bien les rituels aussi. Je suis très ritualisée. Ça me rassure vachement, en fait, d'avoir un cadre. C'est ce que j'allais dire. T'en as besoin maintenant, du coup, de te dire t'auras pas de problème à y retourner si pendant 2 semaines pour un tournage, tu vas pas écrire. Tu vas retourner avec plaisir. Ouais, mais ça va me manquer, tu vois. Là, sur Bouchon, là, où on a tourné pendant 3 semaines, et ça me démangeait quand même de... Là, j'étais que actrice. Ouais. Et je me disais, ça me manque quand même de pas... J'aime ce rituel de m'installer à mon bureau avec un café et d'écrire. J'aime ce cadre. Et je pense que c'est un cadre que je me suis... En fait, comme j'ai arrêté l'école assez tôt, à 16 ans, et j'ai pas eu ce cadre scolaire très longtemps. Et puis en plus, collège, j'ai beaucoup séché. J'arrivais vraiment pas à rester dans ce système scolaire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui... C'est marrant parce que tu t'en es et je m'en suis... mais il est à moi, en fait, tu vois. Et je crois que je suis OK avec ça si ça vient de moi. Ouais. Et comment tu t'en sors avec toutes ces quantités de documents que tu dois... Parce que du coup, c'est des pages, des centaines, des milliers de pages même dorénavant que tu as écrites là. Bah non, parce qu'en fait, je suis toujours... Là, tu vois, je travaille sur mon long depuis 2 mois. Donc pendant 2 mois, je fais ça. Avant ça, j'étais sur l'adaptation. Je suis sur l'adaptation d'une série québécoise. Avant ça, je suis en développement là sur une série avec Scarlett Prod. Et avant ça, il y avait Bouchon. Donc tu vois, en fait, à chaque fois, il y a des... Non, mais je veux dire, comment tu retournes jamais fouiller dans tes vieux dossiers parce que il y a trop de... Tu vois, dans les vieux trucs que tu as écrits et tout? Franchement... Parce que de toute façon, si j'abandonne... Tu vois, moi, je pense à ça parce que moi, je vais souvent refouiller dans un vieux truc, dire tiens, c'est quoi cette idée? Ah oui, j'avais mis ça de côté, mais ça, c'est pas mal. Mais toi, avec la quantité de documents et de pages que tu noircis, ça me paraît compliqué à organiser, quoi. Si, parce que je te dis, c'est toujours... Je travaille pas dans le vide, je travaille toujours pour un projet précis. Donc tu remplis... Voilà, pour un projet précis. Et ensuite, ce projet précis, il se vend ou il se vend pas. S'il se vend pas, je ne retourne jamais chercher un truc. Ouais, c'est marrant. Même une idée, un truc. Ouais, c'est marrant, j'y arrive pas. En fait, il y a comme un truc où c'est comme s'il était mort. Ça m'intéresse plus, il faut passer à autre chose, quoi. Ouais. Ah, c'est marrant. Moi, pour le coup, j'aime bien. Moi, c'est marrant, j'aime bien parce que même si je me force jamais, mais j'aime bien cette sensation d'une vieille idée avec un nouveau regard. Ouais, c'est vrai. Tu dis, en fait, parce que souvent, j'ai la sensation de même si c'est un biais du cerveau où tu as l'impression, ça te fait plaisir de trouver un sens à quelque chose qu'on n'en a pas, mais où je me dis, ça y est, c'est pour maintenant que cette idée valait le coup, quoi. Tu vois, genre, j'avais une idée qui était un peu floue souvent. Et 2 ans, même des fois 5 ans après, ça m'est arrivé, où je me dis, mais ça y est, je trouve le sens qui me plaisait déjà à l'époque, mais que j'arrivais pas
à trouver vraiment concrètement à l'époque. Donc j'avais une vague idée et maintenant, d'ailleurs, j'ai des documents qui s'appellent vague idée. Ah Où c'est quelque chose qui vaut pas la peine, je trouve. Tu vois, qui n'est pas une idée encore, mais il y a un truc derrière que j'ai pas encore réussi à mettre le doigt sur ce qui m'intéresse. Mais t'as raison. Et des fois, 5 ans après, tu vois, la femme objet que j'ai fait il y a 2 ans, c'est un truc que j'avais gratté il y a longtemps. Quoi, tu vois. Ouais. C'est l'idée de base, elle était là il y a longtemps, mais je trouvais pas comment la faire comme j'avais envie de le faire. Quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, mais bon, il y a eu le confinement aussi. Et j'ai dit, bon, peut-être je vais m'occuper le cerveau. Et je me suis dit, tiens, cette vieille idée-là. Mais j'ai trouvé un axe, quoi. Et je me suis dit, ça y est, je sais comment l'attaquer, je sais ce que je peux raconter avec ces. Et parce que c'était par rapport à ce que je venais de vivre, tu vois, que j'avais pas vécu avant. Et d'un coup, avec le vécu que j'avais eu à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais ça me parle parce que ça raconte presque ce que j'ai vécu. Donc je vais raconter ça indirectement grâce à ce procédé-là, quoi. Oui, mais t'as raison, c'est trop bien de faire ça. Moi, j'ai un truc où j'ai l'impression que c'est plus que si je suis plus dans l'immédiat, qu'il y a un truc des fois je retombe sur les trucs, je fais oui, mais ça c'était un truc oui, je voulais en parler il y a 5 ans, mais maintenant j'ai l'impression d'être vachement sur l'immédiat, sur OK, qu'est-ce que tu veux dire là maintenant, et j'en parlais avec je sais plus avec qui, bref, avec des producteurs d'humoristes, donc ils disaient putain, mais je sais pas comment vous faites vous, parce que c'est tellement long vos processus. Oui. Et c'est vrai que c'est méga long. Enfin, tu vois, Bouchon, à la limite, bon, ça a été long quand même, au moins 4 ans. Mais bon, au final, là, on l'a tourné il y a 1 an, il sort là, c'est pas si loin. Là, j'ai ma BD qui sort en septembre chez Delcourt. Je l'ai écrite en 2018. Oui. Franchement, trop dur de continuer. Et j'ai l'impression que les anciennes idées, j'ai un peu ce truc-là où... un peu comme un mec avec qui t'as couché et t'as pas trop envie de remettre le couvert, quoi, tu vois, parce que tu sais que... Oui. Tu vois ce que je veux dire, un espèce de... Mais voilà. Mais je pense qu'effectivement, mais ceci dit, t'as raison, parce qu'en fait, avec le regard plus mature des années qui ont passé, etc., tu dois apporter, peut-être autre chose. Et je pense que t'écris pas les mêmes choses, effectivement, et moi, je pense que c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu fais, c'est que, en fait, je pense que quand tu écris quelque chose qui est dans l'instantané, que tu es en train de vivre là, c'est plus des questionnements en fait, quoi, tu vois, et moins des j'en parlais un peu avec Simon Astier d'ailleurs dans un épisode que du coup j'ai fait avec lui où je m'intéresse de plus en plus, moi, et j'essaie d'être de plus en plus curieux à des films, à des œuvres qui sont des questions où en fait tu explores une thématique et il n'y a pas forcément de réponse. Il n'y a pas forcément de réponse. J'ai l'impression que toi, ce que tu fais, c'est beaucoup ça, parce que du coup tu es encore en train de te poser des questions sur le sujet qui est brûlant, que tu es en train de vivre, les questionnements que tu traverses, alors qu'effectivement moi c'est plutôt quelque chose de froid où avec du recul je me dis tiens, j'ai traversé ça et j'ai envie de prendre du recul et de raconter ce truc-là maintenant que j'en suis sorti un petit peu. Et souvent, je raconte des choses une fois que je les ai process, tu vois, et je me dis... Mais ça c'est intelligent de faire ça aussi. Oui, mais je pense que du coup, ça t'amène aussi potentiellement à vouloir faire quelque chose de moralisateur ou vouloir trop raconter un peu le beau mot à la fin, alors que le questionnement, c'est ça qui est beau, quoi. C'est que là, t'es dans une tourmente, raconte-le. Ouais, c'est vrai. Mais mon long métrage, là, ça parle de l'adolescence, tu vois. Et ça me fait drôle de repartir, alors là, avec beaucoup de recul quand même, parce que c'était un moment, et c'est marrant, parce que ça a été un vrai sujet, enfin je pense pour plein de gens, l'adolescence, mais c'est un sujet que je veux porter depuis très très longtemps, et tu vois, là, je pense qu'il me fallait un recul pour le coup pour parler de ça. Parce qu'aussi à 16 ans, je pouvais pas parler de... Oui, je pense que t'avais pas commencé à gratter autant que j'écrivais des journaux, mais j'étais pas du tout dans un processus, je voulais être guitariste comédienne, j'étais pas du tout dans un truc d'écriture, quoi. Et mais du coup, dans ce que tu écris là, tu fais un parallèle avec ce que tu traverses aujourd'hui. Enfin, tu vois un parallèle avec ce que tu vis aujourd'hui. Ouais, mais du coup, je suis plus. Oui, quand même. Ouais, quand même, parce qu'en fait, l'adolescence, c'est un état, moi, je trouve, qui revient sans cesse dans ta vie. Et d'ailleurs, dans Bouchon, elle est très. Elle a 35 ans, mais elle se comporte comme une ado. Et le père qui a 65 ans, c'est un ado fini. Et en fait, moi, je trouve que l'adolescence, c'est un état qui te quitte jamais. Et comment tu définis du coup l'adolescence alors ? L'adolescence, c'est la quête de soi, en fait. C'est la quête identitaire, la révolution, la colère. C'est plein d'émotions comme ça. Et puis le refus de vieillir. Il y a un truc aussi de... Non, il a envie de se renouveler. C'est l'inverse de la sagesse aussi. Ce que tu dis, il a envie de se renouveler. Je pense qu'effectivement, je vois ce que tu dis quand tu dis ça, où il y a plein de phases dans ta vie où tu as envie de changement et du coup tu retraverses une espèce de nouvelle adolescence, parce que effectivement l'adolescence, il y a un peu de ça, c'est tes parents, ils t'ont façonné, et évidemment tu dis bon merde, j'ai envie de faire moi c'est et tes d'être parents. différent, quoi, tu vois. Voilà, à l'adolescence c'est tes parents, mais là on est toujours façonné par le coup, par la famille, on est toujours façonné par quelque chose. Bien sûr, mais tu vois, pour moi les crises de la trentaine, les crises de la quarantaine, c'est pas autre chose que des crises d'adolescence, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est hyper intéressant. Et donc du coup tu fais un parallèle dans ce que tu écris avec une crise que tu traverses aujourd'hui. Je mets un... Ouais. Enfin...
Ouais, peut-être Bon, un ça a peu. l'air d'être un nom. Hein. Non, mais pas, pas tout à fait quand même. Je suis pas, là, c'est pas quelque chose qui parle de moi aujourd'hui quand même. Ok. Mais Ouais. forcément un peu, tu vois, dans le Ouais. personnage de la mère plutôt. De toute façon, forcément, ça parle toujours un peu de moi, mais c'est vrai que j'essaye d'aller chercher et c'est dur. Je relis du coup les journaux intimes que j'écrivais à cette époque. Ouais. Et pour me replonger. Ah, donc du coup, tu récupères de la vieille matière un peu. Ouais. Là. Du coup, Ah, c'est bah, tu l'inverse vois. finalement. Tu vois, finalement. Avec un nouveau regard, du coup, Ouais. un peu. Donc il y a quand C'est même un vrai. peu. Ok, ouais. Mais non, mais c'est rigolo en parlant avec toi, je commence à visualiser un peu, à réussir à me mettre un peu à ta place sur comment effectivement, toi, vu que t'écris tous les jours et tout, t'es vraiment dans l'instantané. Et c'est ce qui fait, je pense, beaucoup ton génie d'être très pertinent dans là, le tout de suite, quoi, tu vois. Bon, génie. Génie. Mais, Calmons-nous. On peut. Non, mais si, c'est super ce que tu fais. Mais je veux bien qu'on revienne à la méthodologie. Oui. Donc, du coup, tu as plein de documents donc, qui sont bien rangés. Très bien rangé. C'est très bien organisé, mon petit bureau. Ok. Ouais. Le bureau, c'est important. Ouais, c'est vrai que tu le t'en parles bureau souvent. d'ordinateur et le bureau. Ça rentre dans le rituel dont tu parles un Oui, petit peu, c'est très d'avoir important. tout bien organisé, Ouais, d'être dans le bon contexte pour créer. Quoi. Ah ouais, hyper important. Je serais incapable de créer dans du bordel. Ah ouais. Ah ouais, incapable. Et ouais, j'ai vraiment besoin d'ordre. Okay. Parce que je pense qu'il y a trop de bordel dans ma tête. Ouais. Et que si j'ai pas cet ordre autour de moi, je peux pas organiser le bordel dans ma tête. Ce qui est marrant, c'est que ce que tu écris, c'est souvent un beau bordel. Mais c'est vrai, je veux dire, dans le sens où c'est très vivant, très en mouvement. Ouais. Et toi, tu as besoin d'être statique quand tu écris ces trucs-là. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Mais d'accord, donc du coup, tu as tes documents. Et par exemple, Bouchon, l'envie de faire Bouchon, à quel moment ça se dessine un peu où tu dis il y a peut-être une série franchement, c'est mes prods. Hein. Ok. Nous, en fait, on était partis sur une saison 3 de Genre Humaine. Ok. Donc, on avait eu l'aide du CNC. On avait tout ce qu'il fallait pour partir sur une saison 3. Et on a fait la connaissance de Julie Moons à la Blogothèque, donc, qui sont les coproducteurs avec Portrait Robot de Bouchon, qui avait vu l'annonce, donc épisode 1, saison 2, Genre Humaine, et qui dit, mais en fait, ce truc-là, il faut en faire un objet, il faut le présenter à Arte. Elle avait déjà fait 2 séries avec Arte, et ça lui paraissait évident. Donc, en fait, on a travaillé main dans la main. Okay. Et je me souviens, c'était super dur parce que moi, j'avais déjà écrit la saison 3 de Genre Humaine et du coup, je voulais un peu rester sur ça. Donc sur une suite directe. Et en fait, ça a été assez laborieux et difficile au départ de tout repenser comme un nouvel objet. Et voilà, ça a été très très long parce que je crois que on a dû rencontrer Julie Moons, on l'a rencontrée en 2019 et tu vois, on a tourné en 2023. Donc, ouais. Okay, ouais. Donc, long processus, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Long processus. Trouver ce que... Aussi, avec Arte, il fallait que ça leur plaise. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu pas mal de... Ouais, c'était pas gagné, quoi, en tout cas. Ouais. Et c'est intéressant, du coup, que l'idée, la proposition vienne de producteurs. C'est vrai que j'ai la sensation que toi, tu as aussi trouvé les producteurs avec qui tu aimes bien travailler régulièrement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose aussi qui te donne un cadre pour créer, du coup. Ouais, c'est comme le bureau bien rangé. C'est que j'ai besoin... Là, je vais réaliser des pastilles pour Bérangère Krief la semaine prochaine. Et tu vois, j'ai pris mes prods, mon chef-op, mes acteurs que j'aime. Et c'est ma famille, tu vois. Et c'est vrai que ça, moi, j'ai toujours besoin d'avoir cette famille avec moi pour avoir ce cadre qui me rassure vachement, quoi. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui... T'as besoin d'être rassuré parce que quoi, ça fait peur ? Ouais, je pense qu'il y a un truc de confiance et puis je pense qu'il y a un truc, c'est quand même des métiers un peu de foufou. et moi, j'ai besoin d'être avec des gens profondément humains, profondément presque des amis. J'ai besoin d'avoir des rapports très fusionnels avec les gens. Et parce qu'on va aborder pas pour le truc de Bérangère Krief, mais pour Bouchon, par exemple, on va aborder des sujets tellement forts que moi, il faut absolument que je sois... que quelqu'un soit là pour me réceptionner si besoin, ce qui n'arrive jamais, ce qui n'arrivera jamais. Mais en tout cas que tu sois trop ému par le processus créatif. C'est ça. Il faut des gens qui tiennent la route et qui. Et puis c'est con, mais c'est vrai que mes prods, par exemple, Erwin et Romain, ils me protègent vachement. Et je déteste dire ça, mais je suis un peu sensible et donc hyper sensible. C'est grave la mode de dire ça. Mais du coup, c'est vrai qu'ils savent les choses qui vont me heurter et ils font très attention à moi. Et voilà, et donc moi, ça me plaît. Non, mais effectivement, les sujets sont sensibles et intimes, donc je peux comprendre que tu aies besoin de ce cocon. Puis il y a un truc où ça roule. D'aborder ça, quoi. Ouais, en fait, et puis où tu sais que ça va rouler, tu sais que
tu sais, en fait, moi, ça m'enlève tout un stress technique. Ça m'enlève tout le. Je peux vraiment me concentrer sur l'artistique. Je sais qu'en fait, d'un point de vue technique, ça va rouler. D'un point de vue prod, ça va rouler. C'est. Voilà. Non, mais et je pense qu'effectivement, c'est de la confiance dont tu parles. C'est ça, c'est se sentir dans une atmosphère de confiance. Je pense que même dans un couple ou dans une relation amicale, si tu as besoin de faire des choses qui sont intimes ou de parler de quelque chose d'intime, il faut que tu sois dans un degré de confiance et que ton couple soit fonctionnel pour pouvoir aborder ces sujets-là. Exactement, etc. Donc, c'est la même chose. Et en plus, un film, c'est ça à échelle avec plein de gens. Quoi, tu vois, c'est des grosses équipes, donc il faut qu'effectivement, je comprends ce truc d'être rassuré, de travailler. Mais ok. Donc les producteurs se disent peut-être tu devrais faire une série. Ouais. Et toi, tu dis go ou comment? Oui, moi tout de suite, je fais ok, vas-y, on renonce à la saison 3, je m'en fous, on part sur un nouveau truc. Okay. Et, mais laborieux parce que donc, je m'étais tellement construit un truc. D'ailleurs, à cause et grâce à toi, en fait, parce que tu étais venu à la projo de la saison 2 de Genre Humaine et à la fin, tu m'avais dit mais Lolo, en fait, tu as un film, il faut que tu écrives un long métrage. Ouais, et du coup, moi, je m'étais lancée là-dedans. Plutôt que de faire une saison 3, je m'étais dit, vas-y, je fais un unitaire. Donc en fait, j'avais toute ma trame qui était la suite. Il y avait toute une histoire. Je pensais pas avoir autant de pouvoir sur toi. Bah si, ça m'avait marqué. Ça m'avait grave marqué que tu viennes me dire ça. Et pour moi, c'était une évidence. Je l'avais dit parce que c'était une évidence. Ou en mode, c'est bon, là, on prend des détours pour pas faire de film. Quoi, tu vois, genre, pour moi, c'était une évidence. Et puis moi, ça m'a toujours attiré le format long parce qu'il y a un truc où avec la série, c'est difficile pour moi de réfléchir en termes de cliff, en termes d'action. Enfin, tu vois comment c'est la série, c'est très rythmé et tout. Et moi, ce qui me plaît dans le long, c'est à quel point on peut prendre le temps avec les personnages, à quel point j'ai l'impression qu'on peut développer plus en longueur une situation. Mais donc, moi, je m'étais lancée complètement dans ce truc-là et j'ai eu du mal à lâcher cette histoire-là. Okay. Et en fait, on a travaillé vraiment main dans la main avec les prods. Et au bout d'un moment, on a trouvé cette histoire de ok, ce père il a un cancer, elle est comédienne, elle a eu un rôle et à partir de là. Et du coup, la version film que tu avais commencé à développer, tu l'as totalement mise de côté ou tu as récupéré je sais même pas un petit peu Ok. Franchement, c'est pas si bien rangé. Ouais. Non mais il faudrait d'ailleurs que j'aille la retrouver, tu vois, parce que là, ça m'intéresserait d'avoir mon regard d'aujourd'hui sur ça. Ouais. Mais je pense que j'ai rien rien gardé, je pense. Okay. Rien. Et donc, du coup, vu que tu dis que tu crées quand même vraiment de manière étroite avec du coup les producteurs, comment toi tu vois cette collaboration-là du coup est-ce que justement tu aimes bien qu'ils t'imposent des directions pour du coup trouver comment toi tu vas t'exprimer là-dedans? Est-ce que tu refuses beaucoup de choses qu'ils te proposent? Les deux, mais souvent quand même ils arrivent à me sortir les verres du nez pour savoir ce que j'ai réellement envie de dire et de raconter. Okay. Enfin, c'est ce qui s'est passé sur Beauchamp. Ok, c'est ça que tu veux raconter. Est-ce que ce serait pas intéressant que machin? Et en fait, on faisait des gros brainstorms. Et voilà, et donc de fil en aiguille, tu trouves. Co-auteur ou script doctor presque. Script doctor, carrément. Ça, à essayer de mettre de l'ordre dans le marasme voilà. Mais non, justement, jamais sans me diriger. Ce qui était cool, c'est que tu vois, des fois, il y avait des idées qui me plaisaient pas du tout et je disais juste, j'aime pas. Et il y avait pas de souci, il y avait pas de problème. Tu restes capitaine. Et il fallait de toute façon que. Oui, il faut. Sur ce projet-là, j'avais envie quand même de rester capitaine, comme tu dis. Et donc, non, c'était jamais. C'était jamais trop, c'était toujours assez fait de façon très intelligente. Après, il y a Arte qui est rentré dans la boucle et franchement, moi, j'ai jamais bossé avec un diffuseur aussi intelligent, sympa. Et puis, il y a une telle liberté. Tu vois, c'est que je me souviens d'un débat qu'on avait eu pour je sais plus. Mais bref, j'expliquais mon point de vue et ok, t'as raison. Enfin, tu vois, il y a des discussions et en fait, au final, j'avais quand même souvent le dernier mot si j'avais des bonnes raisons. Et ça, c'est... franchement, moi, j'ai jamais connu ça avec d'autres diffuseurs. Je cherchais juste à comprendre, j'imagine, et pas à comprendre et à cadrer. Voilà, exactement. Ok. Oui, donc en fait, c'est vrai que c'est un projet qui était tout de suite un peu dans l'industrie, entre guillemets, quoi. Il y avait un projet d'aller le vendre, etc. Oui, c'était concret, quoi. C'est un projet qui était très concret, que tu n'as pas écrit de ton côté, comme ça, en disant on verra où on peut le vendre. C'est pas un projet que j'ai écrit toute seule dans mon bureau avant de... C'est un projet qu'on a pensé pour cette plateforme et pour... voilà, avec cette idée de nouvel objet, quoi. Ok, trop bien. Et ça sera du coup accessible gratuitement là bientôt? Bien sûr, le 29 avril. Je sais pas exactement quand sortira le podcast, le 29 avril. Il y a des chances que ça soit déjà sorti ou quasiment. Ouais. Donc n'hésitez pas du coup à aller carrément, aller sur arte.tv. Ok.
très cool. Et en vrai, on a déjà pas mal parlé. Il y a une question que je voulais commencer à poser. T'as dit en vrai. J'ai dit en vrai? Je crois que c'est la première fois que tu le dis. Ah non, je crois pas. Non, je crois que ça fait partie de mes tics de langage. Ah ouais? Mais en vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai en vrai. C'est vrai que tu le dis pas mal en vrai. Mais là, j'ai l'impression que c'est du coup qu'il y a un problème. Ouais. Ça me fait un peu chier. Tu l'as pas trop dit du coup là, je crois. J'essaie de faire attention, ouais. Mais il y en a sûrement des nouveaux. Les ça c'est tout le monde. Ça. Mais je suis pas le meilleur animateur. Mais oui, il y avait une question que je voulais essayer de, enfin pas d'instaurer, mais de poser de temps en temps aux invités, parce qu'en fait il y a un podcast qui s'appelle Best Movies Never Made que j'aime beaucoup, où en fait ils reçoivent des scénaristes. C'est un podcast américain où ils reçoivent des scénaristes de gros blockbusters américains qui parlent des scripts qu'ils ont écrits, parce qu'évidemment il y a plein de films qui ne se font jamais. Donc il y a des mecs par exemple qui te parlent de Jumanji 2 qu'ils ont écrit avec Robin Williams qui a jamais existé. C'est génial, c'est trop bien ça. C'est un podcast? Ouais, c'est un podcast. Mais c'est en anglais? C'est tout en anglais, par contre. Mais je vous invite vraiment, il y a déjà énormément d'épisodes, donc vous pouvez vraiment choisir. Si vous kiffez les Batman, vous allez entendre plein de gens vous pitcher. Et en plus l'animateur en général a lu le scénario, donc ils en parlent vraiment. Ils parlent de quelle était la volonté à l'époque, à quel moment ça devait se faire, avec quel comédien. Donc c'est vraiment des trucs hollywoodiens qui étaient vraiment dans l'industrie, quoi. Il y a d'ailleurs des versions de Dune, là, vu qu'il y a eu Dune récemment. Il y a eu des Batman, des Star Wars. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Et du coup, je me suis dit qu'à l'échelle d'une question, je ferais peut-être un petit peu ça. Est-ce que toi, il y a un projet qui n'a pas vu le jour et dont tu peux nous parler? Ouais, il y avait un projet que j'avais kiffé, qui était un appel d'offres pour France Télé juste avant le confinement, où en fait, ils voulaient une série sur les seniors. Et en fait, j'ai développé une série en 8x52 sur des vieux, enfin des seniors en tout cas, qui décident de faire une coloc ensemble à la suite de la mort de leurs meilleurs amis, de leurs meilleurs amis, qui voulaient suivre, tu sais, le modèle des pays du Nord, Suède et tout. En fait, souvent, les vieux, plutôt que d'aller dans des maisons de retraite, ils font des colocs et il y a des infirmiers qui viennent et tout. Et il se passait tout un tas de trucs et c'était quelque chose qui me touchait. Et en fait, j'ai signé j'ai signé ce truc-là. Et sauf que je l'ai développé pendant 1 an et demi. Et sauf qu'au bout d'1 an et demi, France Télé a dit ah ouais, mais en fait on veut plus faire de trucs sur les vieux. Il y a eu le confinement entre temps, ouais, en fait on veut plus, c'est trop triste. On m'avait dit que c'était trop triste. Alors. Et c'était horrible, j'ai vraiment vécu ce truc. Je sais pas si vous avez lu le journal d'un scénario de Fab Caro, lisez-le, c'est extraordinaire. Et j'ai vraiment vécu ce truc de on m'appelle pour me dire à quel point c'est touchant et génial. Et ces trucs sur 1 an et demi, comment ils m'ont détruit. Genre mais ce serait bien de mettre plus d'humour. Et en fait, c'était en train de devenir scène de ménage. J'ai rien contre scène de ménage. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'était en train d'être uniformisé de ouf. Et qu'en fait, on m'a fait passer par tous les endroits pour, au final, ne même pas me dire que ça se faisait pas, mais au bout d'un moment, me dire oui, bon, on le met dans un tiroir parce que France Télé, ils veulent plus de... Voilà. Mais ce projet, il est mal pitché, il donne pas envie, là. Mais franchement, il était... Moi, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup mes petits personnages. Tu vois, mais au final, pour le coup, c'était de la composition totale, du coup. Après, je me suis inspirée pas mal de ma grand-mère, pas mal de mon père, pas mal de quand même. Mais tu vois, il y a un personnage. C'est drôle. Ça va boucler, mais il y a un personnage dans cette série qui est un homme qui a fait un AVC et qui est mon personnage principal de mon prochain long métrage. Donc en fait, je le remets. Donc finalement, tu vois, je l'ai repris et voilà. Mais c'est drôle parce que juste plusieurs fois, je me suis dit, je pourrais peut-être le récup pour en faire un truc et puis. Et voilà, mais c'est plutôt inconscient. En fait, j'ai la sensation que tu vas pas aller ouvrir tes tiroirs. Mais si c'est resté dans ta tête, c'est que ça te parle toujours. C'est ça, c'est que tu as envie de. Ok, merci de nous avoir partagé ce projet. Moi, j'aime bien. Franchement, ça donne envie. Et je serais curieux de voir ton écriture, justement, avec que des seniors, ce qui créera forcément une ambiance différente. Donc, peut-être un jour, Bon, non, parce que tu récupères pas les vieux projets. On verra. Mais, peut-être il y aura une variante de ça. Ou, du coup, le film, sinon. Du coup, tu vois, il y en avait un. On arrive en vrai bientôt au bout du podcast, sauf s'il y a une partie de ta méthodologie que tu nous as pas partagée et qu'on a oublié, si jamais tu penses à quelque chose. Et moi, du coup, je suis curieux de savoir, pour le coup, ça c'est une question que j'instaure un petit peu, mais parce que je la trouve intéressante, c'est comment tu te sens créativement aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens bien. Tu m'aurais posé la question il y a 2 mois, je t'aurais dit que j'étais au fond du trou. Ok. Donc c'est fluide. Ouais, aujourd'hui, je me sens bien et je me sens en confiance. Mais je sais que ça va pas durer, donc j'en profite. J'en profite. Et pourquoi il y a 2 mois, non? Parce que j'étais dans cette phase où je n'arrivais plus à écrire, où je savais plus de quoi j'avais envie de parler, quel était le sujet dont j'allais m'emparer. Et en fait, j'ai toujours un projet
autour duquel je gravite. Et là, j'en avais pas, tu vois. Et là, depuis que j'ai ce nouveau projet, ça va mieux. Mais oui, c'est vrai que j'ai toujours un projet. Et puis c'est dur parce que Bouchon, ça m'a tenu quand même 4 ans, tu vois. Oui, c'est vrai que toi, c'est une fois que c'est sorti, et putain, faut trouver ce que tu fais. Et puis il faut savoir dire au revoir à ce truc qui t'a accompagné très longtemps aussi, j'imagine. Oui. Mais c'est vrai que pour le coup, on est différents là-dessus. Moi, j'ai besoin d'écrire sur plein de choses en même temps. Parce que j'ai besoin justement j'ai pas assez de recul sinon, donc j'ai besoin d'alterner, de me dire là, je sais plus, je suis dans un trou, dans un cul-de-sac sur ce sujet-là. Donc je vais m'aérer le cerveau en écrivant un truc qui n'a rien à voir. J'aime bien alterner, écrire un thriller d'un côté, même s'il y a souvent de la comédie, mais ou en tout cas dans des registres vraiment différents, avec des personnages différents. Et effectivement, je pense que ça me tétaniserait d'avoir comme toi un projet central qui devient trop important dans ta vie. Parce que du coup, maintenant, parce que le moment où du coup, justement, tu doutes sur ce projet-là, t'as l'impression de douter sur ta vie. C'est clair. Mais après, je fais comme toi, j'ai un projet central qui est un projet personnel, mais après, autour, il y a tous les projets de commande et qui font énormément de bien. Parce qu'en effet, oui, tu vas passer, comme tu dis, du thriller à la comédie pure. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça, il faut le faire. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc dans la méthodologie hyper important. Moi, je pense qu'il faut pas travailler que sur un projet. Enfin, justement, il faut se nourrir aussi et même de travailler avec d'autres auteurs. Et coécrire, c'est hyper important parce que c'est tellement solitaire sinon. Mais les gens sont pas forcément au courant. D'ailleurs, tu veux bien nous en parler un petit peu? Du coup, tu t'écris pour des gens qui t'appellent pour coécrire sur leur projet à eux en général? Ouais, des fois ça arrive. Là, je développe une série en coécriture avec une scénariste. Donc on est en option chez Scarlett Prod et puis j'ai toujours ma série, une série que j'adapte, une série québécoise que j'adapte, que j'ai adaptée toute seule pour l'instant pour le dossier mais là justement on cherche, on a peut-être trouvé une co-scénariste. Mais après oui, tu vois, je fais beaucoup de trucs. Là dernièrement j'ai écrit des podcasts pour la SNCF, des trucs comme ça et en fait qui permettent déjà de bouffer hein. Et surtout qui permettent c'est un peu la récré quoi, tu t'aères un peu le cerveau quand t'écris ça. Il y a moins d'enjeux pour toi parce que c'est moins intime, et puis quand tu reviens sur ton projet perso je trouve que ça t'a quand même nourri de quelque chose. Moi je pense que c'est important, il faut pas trop faire de trucs mais c'est important d'avoir en tout cas plein de petits trucs à côté parce qu'émotionnellement qui n'ont rien à voir quoi. Hyper lourd des fois surtout toi c'est tellement intime ce que tu fais que tu mets beaucoup de toi donc forcément et donc les gens maintenant viennent te chercher aussi pour ton écriture parce que j'ai la sensation que maintenant tu as quand même défini justement un petit peu, c'est comme ça qu'on a commencé un peu le podcast, mais en parlant du fait qu'il y avait un peu un ton que tu avais défini maintenant qui était le tien, et tu sens que maintenant les gens viennent te chercher pour ça. Ouais, c'est vrai que maintenant souvent on dit on aimerait bien ta patte ou ta sensibilité c'est c'est un super beau compliment. Voilà. Après, ma patte, elle se met pas sur n'importe quoi. Ma patte, c'est ma patte aussi parce que je vais parler de sujets qui me touchent particulièrement. Donc... Et t'as senti des fois où en fait c'était juste pas pas possible. Des fois, possible. c'est un peu artificiel, c'est que ça n'aurait aucun sens, tu vois. Tu peux pas réécrire sur tout, t'as pas la sensation de pouvoir réécrire sur tout sujet ou tout. Ça dépend, il faut quand même que des sujets me parlent, quoi. Oui, t'as besoin, même quand c'est une commande, de t'approprier quand même le truc à un moment donné. S'ils veulent que ce soit mon ton et ma patte, quand même. Oui, donc effectivement. Mais après, ça veut tout et rien dire, mon ton et ma patte, tu vois. Parce que... Je sais pas pourquoi j'imagine une patte de chat. À chaque fois, c'est validé par ta petite patte de chat. Et est-ce que tu as, du coup, en vrai, tu as déjà répondu un petit peu, mais les futures envies, les futurs challenges, là, il y a le film, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ou est-ce que tu es vraiment focus à fond là-dessus? J'aimerais bien la suite de Bouchon. Ok. Ouais. T'as déjà en tête un petit peu là où ça peut aller? Ouais. Je sais exactement où ça va. Ouais. T'as commencé à écrire concrètement? Mais non, justement, non, je veux pas parce que je veux surtout pas plaquer un truc et en fait, ça va vraiment dépendre de l'accueil de cette saison 1. A priori, pas de saison 2 parce qu'ils signent pas de saison 2, mais pourquoi pas envisager un unitaire qui pourrait être la suite. En tout cas, tu vois, ça c'est quelque chose qui pourrait se faire et ce serait vraiment génial. Mais je l'inscris pas encore parce que j'attends la sortie déjà et de voir l'accueil et après je me bougerai le cul. Trop bien. Écoute, merci Lolo. Merci Julien. Merci Éléonore Coste. Je vais essayer de dire. Merci Julien Josselin. C'était très intéressant d'apprendre un peu plus comment tu travailles et je trouve ça trop cool parce que tu vois quand du coup on n'avait jamais eu cette discussion. Du coup, oui, c'est drôle. En fait, en vrai. Et en fait, quand tu m'expliques ta méthodologie, je comprends mieux ce que tu écris. En fait, j'ai la sensation. J'espère que les gens chez eux auront eu ce ressenti-là.
Même si, bon, je suis peut-être pas le meilleur animateur, donc c'était peut-être un peu confus des fois. Non, c'était très bien. Les questions étaient super. Ok, bah écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. À fond. J'allais dire si tu as une actu, n'hésite pas, mais on a fait que parler de ça. Je crois que là, on a bien compris, quoi. Je crois que les gens sont au courant que tu sors une série sur Arte. J'ai hâte de la voir, du coup, j'espère être disponible pour venir à l'avant-première. Oui. Et donc, du coup, j'espère que va falloir que je dise non à un job. Je crois que c'est ce qui va se passer parce que j'ai trop envie de voir. Mais donc, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Avec plaisir. N'hésitez pas à aller voir le sketch du P sur Instagram de Lolo. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode d'Esprit Créatif. Bye bye. Salut. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à aller vous abonner. J'ai mis en place des abonnements payants sur Instagram, Twitch et YouTube qui vous permettent de me soutenir et en contrepartie, vous verrez les prochains épisodes avant tout le monde. Et évidemment, vous pouvez aussi nous soutenir en partageant, en likant, en relayant, en faisant parler de ce format. Merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain épisode d'Esprit Créatif.